Bienvenue dans 1824, le podcast de Milly et Flory. Ils sont derrière un ordinateur, une machine à coudre ou même un transpalette. Ils font la richesse du textile français. Ils vous racontent les moments forts de leur carrière, leur quotidien d'hommes et de femmes qui créent, fabriquent, distribuent et recyclent le vêtement des professionnels. 1824, c'est maintenant. Bonjour Yvan, bienvenue dans 1824, le podcast de Milly et Flory. On va faire un historique sur ton parcours. Donc tu es arrivé dans l'entreprise quand tu avais 23 ans, c'est ça ? C'est ça, oui, en 1992. Et à l'époque, tu occupais quel poste ? Alors quand je suis rentré, en fait, c'était pour occuper le poste de graphiste illustrateur lié au service communication. Donc très rapidement, en fait, j'ai piloté le service com. Et à l'époque, c'était faire des fiches produits, etc. On n'avait pas encore... Internet n'était pas là, il n'y avait pas de site web, il n'y avait rien... On fonctionnait avec des catalogues produits. Et tu étais tout seul dans le service à l'époque ? Quand je suis rentré, j'étais effectivement tout seul. Je suis resté tout seul quasiment 10 ans dans le service. C'était les prémices aussi du vêtement de travail peut-être dans l'entreprise ? Non, le vêtement de travail, il a été développé à partir de 84-85. Paul Fontenot, qui était directeur commercial à l'époque d'entreprise, a décidé de s'associer avec TSO, Thierry Sabine Organisation, et on les a épaulés sur les vêtements pour l'organisation du Dakar. Ok. Et c'est un peu parti de ça, c'est-à-dire que du vêtement de travail purement basique, on a commencé à travailler du vêtement image, donc avec des gros logos, enfin un vêtement type communication en fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes débuts, comment ça s'est passé ? Parce que j'imagine, là on était en 92, donc il n'y avait pas encore l'informatique, enfin on en reparlera après, mais comment ça se passait, comment le dessin pour un client, cette conception du vêtement ? Jusqu'à ce que j'arrive, quand on allait vers un client, un prospect, on lui fabriquait des mini collections de vêtements, c'est-à-dire qu'on sortait une combinaison qui faisait 30 cm de haut, mais qui était réellement en tissu, on faisait de la confection, comme pour habiller une poupée, quoi. D'accord. Et on allait chez le client avec ça, et ça nous servait de support de vente. Mais on avait, à l'époque, il n'y avait pas de styliste, il n'y avait pas de dessin, c'était vraiment du produit. Donc je suis arrivé, moi, avec le matériel informatique. Donc je n'ai jamais travaillé de façon traditionnelle chez Mullier avec le crayon et les crayons de couleur, quoi. Je suis arrivé en même temps que le matériel. C'est-à-dire que le directeur commercial de l'époque, sur un salon spécialisé dans le vêtement et le textile, s'était laissé séduire par du matériel qui s'appelait à l'époque Super Colorine. Et ils ont fait une démonstration qui, comme toutes les démonstrations, était extrêmement séduisante. Donc ils ont craqué pour le matériel, ils ont craqué pour ce logiciel, et ils ont mis ça en place dans l'entreprise. Sauf qu'à l'époque, en 92, aucune école d'art, et encore moins des écoles de stylistes, ne formaient au numérique. Outil, ouais, voilà. Et moi j'ai eu la chance, en fait, en plus de mes études de communication, j'ai eu la chance, je dis bien, de faire une année d'armée, dans un service com au sein d'une base aérienne, et je me suis formé en autodidacte sur le matériel, les premiers logiciels de mise en page qui venaient de sortir, comme Quark Express, etc. Donc en fait c'est un petit peu un concours de circonstances, et parallèlement j'étais illustrateur, toujours autodidacte. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont laissé rentrer avec mon profil de communicant, de communication. Donc moi je me suis dit c'est très bien, je rentre dans cette boîte, j'ai du super matériel, je vais faire des fiches, je vais faire des catalogues, des leaflets, etc. Et puis au bout de 15 jours on m'a dit mais Yvan, tu sais dessiner, est-ce que tu pourrais pas te dessiner des vêtements ? Alors je me suis dit, bah pourquoi pas ? Je sais dessiner des voitures, des cabines téléphoniques. T'es plus sur les voitures de base aussi, t'as une passion là-dessus. À l'origine, c'est ça qui a fait que j'ai toujours aimé le dessin. Et puis je me suis retrouvé à dessiner des collections. Et très rapidement, on a remporté Peugeot. Alors comme par hasard, beaucoup de marques dans beaucoup dans l'automobile. Dans l'automobile, ouais. Et puis voilà, puis en fait je me suis retrouvé, j'ai jamais prétendu et je n'ai jamais eu l'intitulé de styliste. Et pourtant pendant 10 ans, c'est moi qui dessinais les collections de vêtements. Enfin, l'approche est différente entre dessiner une voiture et une silhouette, un vêtement. Comment ça s'est fait peut-être ? Alors, c'est-à-dire que jusque dans les années 2000, en France, on aimait bien mettre des ronds dans des ronds et des carrés dans des carrés. Ça, ouais. Contrairement aux anglo-saxons qui ont une vision plus globale, c'est-à-dire si on est créatif ou designer, on doit être capable d'aborder n'importe quel sujet, y compris un sujet de société. À l'époque, en France, dans le textile et l'habillement, si on n'avait pas fait S-Mode ou une école spécifique avec le bon vocabulaire, on valait rien. Donc il y a eu un peu sur ce quiproquo, en fait, est né quelque chose et est née l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire on n'est pas complètement dans les clous par rapport à ce qu'on voit ailleurs, mais c'est ce qui amène aussi une particularité, on est beaucoup plus créatif, je pense, grâce à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas été super profilé pour quelque chose, on est un peu mis en difficulté au départ. Moi, quand j'ai commencé à dessiner des vêtements, forcément, je me sentais plus à l'aise à monter un document de communication, à dessiner des voitures, qu'à faire du vêtement. Mais on se repose sur des compétences qui sont à côté. Moi, j'avais une personne qui était modéliste qui bossait sur le bureau à côté de moi. Donc, bien évidemment, si je dessinais des trucs qui n'étaient pas réalisables, j'avais tout de suite le cadre qui était posé. Ouais, les contraintes, en fait. Ouais. Sur la matière, sur les choses comme ça. On parlait du changement technologique.
comment ça s'est vécu aussi dans l'entreprise de manière plus globale? Toi, tu l'as vécu sur ton métier, mais dans l'entreprise, comment ça s'est fait à cette époque-là? Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en 92, moi, quand je suis rentré, on avait encore les ateliers de confection étaient ici. On avait encore le tissage qui tournait, qui rythmait, c'était le cœur de l'entreprise. C'était une vraie boîte industrielle à l'ancienne. Et je vais même aller plus loin, on avait encore cette construction où je pense qu'à l'époque c'était 90% du personnel était féminin, et on avait les blouses blanches ou les blouses grises, c'était masculin. Donc c'était vraiment la vieille boîte, là on les sentait bien à l'époque, les 170 ans d'histoire. C'était une boîte très typée en fait dans son évolution, 60, 70, 80, et en 90 ça commençait à être un peu souffreteux, quoi. Donc moi je fais partie des gens qui sont arrivés, qui ont apporté quelque chose de neuf. Quand on me regardait un peu, c'était 2001 au lycée de l'espace, j'avais un bureau qui était entièrement vitré, et j'étais un peu la bête de foire qu'on venait voir quand il y avait des visites clients, parce que... truc de dingue, on fait du dessin sur un ordinateur. C'était la révolution. La révolution. Ouais. D'un point de vue plus général, sur mes 30 ans là, passés dans l'entreprise, et c'est pas fini, j'ai connu au moins 3 sociétés différentes. Donc moi, j'ai pas changé de lieu, c'est les lieux qui m'entourent qui ont changé. C'est-à-dire qu'il y a une très très grosse différence entre cette boîte industrielle de 92 et même le virage qu'on est en train d'aborder aujourd'hui avec les notions de recyclage, d'éco-conception, etc. Cette boîte a ça d'extraordinaire, et c'est ce qui fait qu'elle est encore en vie, c'est qu'elle est en perpétuel mouvement. Et moi, quand je suis arrivé, elle commençait à tout sauter un peu parce qu'elle n'avait pas effectué certaines révolutions. Alors bien entendu, le numérique, ça a changé, mais ça c'est pour tout le monde. Alors toi, tu ne l'as pas connu, tu étais trop jeune. Mais oui, bien sûr. Mais moi, quand je suis rentré dans l'entreprise, le téléphone portable n'existait pas. Le fax, on trouvait ça déjà absolument complètement dingue. Et puis c'est vraiment, le point de bascule s'est fait dans les années 2000 avec le numérique, avec l'histoire d'Internet et des boîtes mail. Et là, ça a été un point de bascule très important. Tu étais toute seule au départ pendant 10 ans, et une équipe s'est construite. Comment tu t'es entouré en fait de graphistes, de designers, et comment le studio de création du coup a évolué à arriver aujourd'hui à un vrai studio de création où vous travaillez pour les plus grandes entreprises françaises, vous répondez à des appels d'offres, vous les accompagnez nos clients sur des styles, des designs modernes, etc. Alors l'équipe, elle s'est constituée, alors c'est un peu comme, elle est à l'image de mon histoire ici, c'est-à-dire que moi j'ai jamais rien figé, ça a toujours été des rencontres. Donc bien évidemment, j'ai été seul pendant 10 ans à faire la créa. Et puis un jour, tout le monde s'est dit, c'est quand même un peu dangereux. Je m'en vais, c'est un savoir-faire qui n'est plus là. Donc là, on m'a demandé de construire une équipe. Donc d'abord, j'ai eu une personne. Et comme moi, je n'avais pas le réflexe de prendre des gens qui étaient dans le textile ou l'habillement, j'ai fait quoi ? J'ai fait ce que je reproche aux autres, c'est-à-dire j'ai pris quelqu'un qui me ressemblait. Donc j'ai pris quelqu'un qui était graphiste. Et puis très vite, on était 2 garçons. On avait tendance à être plutôt performants sur du vêtement type industrie et sur l'homme. On n'avait aucune formation initiale dans le textile, mais c'était ça qui nous plaisait. Le monde changeait, c'est-à-dire l'industrie lourde, les gros industriels français commençaient à délocaliser. Donc en fait, apparaissait pour nous un nouveau marché à conquérir, c'était le marché des réseaux et de la distribution. Donc c'est tout ce qu'on voit dans les zones commerciales, en périphérie des villes. Je vais les citer, des Conforama, des But, etc. Et là, ça demandait une autre réflexion. On n'est plus sur de la combinaison, de la salopette, du pur vêtement de protection industrie. On a également un besoin d'image très très fort, et qui est plus subtil dans l'approche. On se rapproche un peu du prêt-à-porter. Et il y avait une lacune dans l'équipe telle qu'elle était à l'époque avec Emmanuel, c'est qu'en fait, on était incapable de travailler du produit femme, à la fois dans les sélections matières et dans les coupes. Donc on a intégré une entreprise qui s'appelait Stylement à l'époque, qui s'est attaché les services de Claudine, qui est toujours dans l'équipe et donc qui est là depuis 16 ans, je crois, avec nous, et qui, elle, est une vraie styliste en vêtements pro, spécialisée forcément dans l'uniforme, le front office et la femme. Donc elle vous a beaucoup aidé sur le rapport sur le style féminin, cette approche. Parce que aussi aujourd'hui, là, tu nous parlais du vêtement d'image, c'est un moyen de communication pour les entreprises.
c'est ce qu'on va se souvenir quand on va dans un magasin. Par exemple, tu parlais de Conforama, on va se souvenir du vendeur qui nous a accompagnés, son look aussi. C'est important aussi de ce côté notoriété et image de marque. Alors, il y a toute une dimension, c'est-à-dire qu'effectivement, le vêtement, le collaborateur est porteur de l'image de la marque. Et l'ambassadeur, ouais. Donc aujourd'hui, il y a cette fonction d'estime, c'est-à-dire je prends soin du collaborateur. Donc on va avoir des détails de finition qui ne sont pas vus par les clients, qui sont simplement vus ou perçus par le porteur. Donc ça va être des doublures un peu particulières, des petites signatures à l'intérieur. Et là, on n'est pas porteur de l'image vis-à-vis de l'extérieur, de l'image de l'entreprise, mais on est porteur des valeurs intrinsèques de l'entreprise pour le collaborateur. Donc le vêtement d'image, en premier lieu, ça reste un vêtement de travail, donc un vêtement de protection dans tous les cas de figure. Porteur de l'image de l'entreprise, certes, mais là, on approche, on rentre dans une nouvelle ère, je pense, où pour fidéliser les collaborateurs, il faudra avoir simplement des beaux vêtements qui ressemblent à ce que les gens ont envie de porter, ce que les gens portent le samedi, ils vont avoir envie de porter des choses comme ça dans la semaine au travail. La mode, elle est cyclique, ça tu vas le confirmer. Ouais. Pourtant, le vêtement, il évolue et tu nous parlais que ça soit du prêt-à-porter ou du monde professionnel, les mentalités, elles changent sur la conception, sur le recyclage des vêtements. Quelle est votre approche au studio de création, vous, l'éco-conception, la façon de créer aussi un vêtement pour qu'il soit recyclé en fin de vie? Comment vous l'approchez? Alors en fait, je vais, pour illustrer ça, je vais te faire une opposition. C'est-à-dire que du milieu des années 80 jusqu'à 2010-2012, le vêtement de travail, il n'a cessé de se complexifier. Donc à la fois, on voulait le faire ressembler à ce qu'il y avait dans le prêt-à-porter, mais également du sportswear. Et alors un beau vêtement de travail, il avait des renforts partout. En Cordura, il avait des tire-zip, il avait des tas de détails, on était content, on avait des logos qui étaient purement 100% pétrole avec des rubbers, des choses comme ça, et puis il fallait en avoir pour son argent, donc c'était le vêtement plus des zigouigouis dans tous les sens. Aujourd'hui, l'éco-conception, c'est vraiment une approche qui est nettement plus, on veut ralentir les cycles en fait, et être plus vertueux, c'est forcément être minimaliste. Donc dans l'éco-conception, c'est un truc tout bête. On va éviter les points durs qui vont éviter du démontage. Donc tes points durs, ça va être tout ce qui va être porte-badge, plastique, etc. On n'en met plus. Les boutons pression, tous les accessoires en métal, on essaie de pas en distribuer aux quatre coins des vêtements. Même en termes de coloris, moi à une époque, on dessinait des vêtements où on avait 3 à 4 coloris. Et on trouvait que c'était super. Il fallait en avoir pour son argent. Aujourd'hui, on va privilégier des tissus unis, ou des tissus qui peuvent se mélanger pour faire un chignon ensuite. Dès la conception, on fait ça. Et puis on évite la surenchère d'effets, tout simplement. On est dans une période où il faut ralentir. Donc on est plus vertueux. Less is more, en fait. Notre objectif, c'est ça, less is more. Et tu nous parlais de vêtements du coup plus complexes à fabriquer, mais il y a aussi cet aspect de norme qui est venu et qui a évolué avec le temps. Ça devait être aussi compliqué d'avoir des contraintes des bureaux d'achat, de la production aussi pour la conception du vêtement. Alors avant toute chose, un vêtement de travail, c'est un vêtement, c'est une dotation qu'on fait aux collaborateurs. Alors parfois on y est contraint, justement, quand il s'agit de vêtements avec des normes. Le pays, moi j'ai connu les tout débuts à la fin des années 90, ça a commencé vraiment avec la haute visibilité. Alors bien sûr, il y a des choses qui existaient déjà, ce qu'on appelle les salles blanches, où il fallait lutter contre l'électrostatique. Là, on avait des vêtements purement basiques, mais très rapidement, le vêtement de pays, c'est devenu aussi quand même un vêtement d'image et un workwear standard. Donc bien entendu, c'est plus complexe. On a des normes, parfois on a des vêtements multirisques, donc on a une tonne de normes. Et ça donne un cadre, et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire de créa là-dedans. C'est-à-dire que c'est un peu plus complexe pour nous, on a moins de liberté, mais au final c'est assez intéressant. C'est-à-dire quand on arrive à sortir un vêtement qui a vraiment de la gueule, avec toutes ces normes, on est ravis, quoi. Et souvent ça plaît aux clients d'ailleurs. J'avais une question plus globale. Aujourd'hui, du coup, tu manages une équipe, vous créez les tenues de travail des plus grandes entreprises françaises. Est-ce que tu as un recul là-dessus quand tu passes, je sais pas, le matin pour aller au travail et que tu passes devant des entreprises et tu te dis ah ouais, ce qu'on a réussi à faire, c'est dans tel magasin, dans telle entreprise. Je pense que ça aide les collaborateurs aussi dans leur quotidien. Est-ce que tu as un recul là-dessus? Ouais, alors nous, on ne peut pas frimer. Hein. Je veux dire, on n'est pas des stylistes connus. Déjà, les gens nous connaissent assez peu Mulliez Fleury, mais plutôt le porteur, enfin l'enseigne du porteur final. Mais nous, notre grande fierté, moi j'avais fait le test il y a une petite dizaine d'années de chez moi, à venir sur mon lieu de travail, c'était 32 enseignes qu'on équipait. Donc c'était quasi l'ensemble des concessions automobiles, de la distribution.
Donc effectivement, moi je suis extrêmement fier. Je veux dire, quand on rentre dans un Super U, un Leclerc, un Intermarché, on sait que c'est le fruit de notre travail. Sur la partie santé, il n'y a pas un téléfilm ou une série française où on ne rentre pas dans un hôpital ou à la télévision on ne voit pas nos produits, quoi. Donc il y a énormément de fierté, quoi, énormément de fierté. Et ce dont je suis le plus fier, parce que je vais le dire, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on est reconnu comme ça sur le marché du workwear. Il y a une grande qualité de l'équipe, et ça c'est quelque chose dont il faut parler, c'est que quand on travaille dans le prêt-à-porter, on va suivre des tendances. Donc on a des cahiers de tendances. On fonctionne par des systèmes de collection, mais j'allais dire presque tout est pré-mâché. Et puis ce qui ne va pas fonctionner une saison, l'année suivante, de toute façon, ça part à la poubelle. Nous, un client, on va l'habiller, le style doit pouvoir durer 6 à 7 ans. Parce qu'on a des contrats de 3 ans, mais dans la réalité, entre la phase de déploiement, la phase de déclin de la collection, le vêtement reste sur site 6 voire 7 ans. Et là où on est très très bon, c'est on doit être capable d'anticiper des choses, des grandes tendances sociétales, faire attention à ne pas s'accrocher à des micro-tendances, à un petit imprimé qui serait sympathique pour la saison prochaine mais qui ne durera pas plus de 2 ans. Et là vraiment c'est là où on est les meilleurs. Et on a ce recul, moi depuis 30 ans je suis capable de regarder des collections qui ont été faites il y a 10 ans, il y a 20 ans, et certaines qui ont 20 ans pourraient encore fonctionner chez les clients. Donc ma plus grande fierté c'est ça, c'est là où on est vraiment, je pense, sur de la veille, bon. Sur de la tendance. La veille et être capable de se projeter et de se dire voilà ce que je vais faire là, le collaborateur en aura pas marre de le porter dans 3 ans et ça pourra même fonctionner 5 à 7 ans. Tout à l'heure, tu nous parlais du prêt-à-porter. Le vêtement professionnel aussi, dans son style et ses tendances, va vers le prêt-à-porter. Là, on va sortir le catalogue santé avec des nouvelles collections, des tenues plus sportwear, des choses comme ça. C'est vraiment ce que vous allez chercher aussi Alors aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que les deux mondes sont en train de se rencontrer puisque le vêtement de travail n'a jamais autant inspiré le prêt-à-porter. La veste de travail lambda de travailleur est portée par tout le monde. Et pas simplement par Jean-Luc Mélenchon, mais tout le monde porte ça. En fait, c'est devenu presque un produit standard, alors qu'à la base, dans sa coupe et dans ses couleurs, c'est vraiment le basique vêtement de travail. On s'inspire du prêt-à-porter, du sportswear. Alors la difficulté qu'on va avoir, c'est dans les matières utilisées. Il ne faut pas oublier qu'un vêtement de travail, souvent, il n'est pas soigné, quoi. C'est-à-dire qu'il sert à bosser, il est entretenu de façon extrêmement agressive. Donc c'est vraiment dans le choix des matières. Alors on s'en rapproche puisque maintenant on a des coupes qui sont un peu plus près du corps et ça c'est grâce à des tissus qui ont de l'élastane ou des choses comme ça, ce qui n'existait pas dans le vêtement de travail il y a encore 15 ans. En ça on se rapproche du prêt-à-porter. Les coupes de nos vêtements, on suit les grandes tendances. Alors il y a des choses, c'est anecdotique mais ça peut être assez amusant. C'est-à-dire que longtemps le vêtement de travail, il fallait qu'on soit à l'aise dedans, donc c'était forcément des grandes tailles. Les tissus avec du stretch, etc., ça nous a permis d'avoir des coupes plus près du corps. Et là maintenant où on a étudié des coupes plus près du corps, on voit bien que la mode et la tendance de fond, elle est plutôt à élargir les coupes, sans parler d'oversize, mais d'avoir des choses dans lesquelles qui sont un peu plus grandes. La taille haute sur les pantalons, il suffit de regarder ce que portent les plus jeunes, elle ne cesse de remonter. Bon, voilà, donc on a toujours un petit temps de décalage quand même, mais bien entendu, on suit ces grandes tendances. Ouais. Pour le dire aux gens, on est au bord de Sèvres, on est dans un site historique qui date des années 1600, mais après 1800 en soi, qui a été vraiment développé dans ces années-là. C'est, je pense, un des derniers sites industriels qui a encore des racines dans le 19e, qui est encore debout dans la région, qui est entretenu, qui continue à vivre, quoi. Et il y a ce sentiment étrange quand même, quand on a passé il y a quelques années ici, c'est de participer à son petit niveau à une histoire qui est beaucoup plus grande. Je ne fais pas un parallèle avec la monarchie ou la reine d'Angleterre, mais pour moi, cette entreprise, c'est une grande dame quand même. C'est une belle dame, une grande dame. Et me dire que sur quasi 200 ans d'histoire, j'aurais été là au moins 30 ans jusqu'à présent, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu toute une vie avant, il y a eu des vies de tas de familles, ça a fait vivre beaucoup de gens, d'avoir participé à un petit bout de cette chose-là et surtout de le transmettre en fait. De n'être que de passage, quoi. C'est-à-dire qu'on est très loin de la start-up. Oui, voilà. C'est vrai. Et c'est une belle histoire, c'est vraiment une belle histoire. C'est-à-dire qu'en termes de sens, moi je suis comblé, quoi. Je te remercie pour cet échange et j'espère qu'on va se revoir pour un échange plus tôt sur l'histoire parce que tu es aussi passionné d'histoire. Là, on va l'évoquer rapidement, mais tu as gardé des souvenirs de l'entreprise, des documents qui allaient partir à la poubelle à l'époque. On va parler des anecdotes, je pense, dans un prochain numéro avec toi. Et je te remercie en tout cas de cette richesse, de cet échange et de
nous avoir partagé ton métier et ces 30 ans d'expérience. C'était avec plaisir, Léo. Merci beaucoup. Et puis à bientôt, du coup, Yvan, pour un prochain épisode sur l'histoire. Merci, Léo. Merci de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et donnez-nous votre avis, cela nous aide beaucoup. 1824, le podcast de Mulliez Fleury vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, faisons du textile une source de fierté.